Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps, je sais, ça fait 2 mois que j'ai pas posté de vidéo ici. Néanmoins, j'ai lu quand même quelques livres que je vais vous présenter. Je vais commencer par ma lecture la plus récente et je vais revenir du coup en arrière jusqu'à la lecture la plus ancienne. Le dernier livre que j'ai lu, il s'agit d'un roman qui s'appelle Les 30 noms de la nuit de Zeyn Joukhadar. C'était un roman que j'ai reçu dans le cadre d'un partenariat avec la maison d'édition que je remercie infiniment, qui m'a envoyé un service presse, donc des épreuves non corrigées. Et peut-être, très probablement sans ce partenariat, j'aurais pas lu le livre, en tout cas pas tout de suite. Je ne le connaissais pas. C'est un livre qui a été écrit en anglais, qui a déjà été publié il y a 2 ans je crois, qui a remporté pas mal de prix littéraires et qui vient d'être traduit en français. Donc c'est quand même pas un livre totalement inconnu. J'ai adoré ce livre. C'est, je crois, une première fois, quand la maison d'édition m'a contactée, on m'a dit c'est un livre qui va parler de diversité. J'ai regardé un peu le résumé et j'ai vu que c'était l'histoire d'une personne queer, syrienne, immigrée aux États-Unis. Je me suis dit amen, c'est pour moi. Et c'était vraiment très 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 bon. C'était déjà super bien écrit, super bien traduit. L'écriture est très belle, elle est très poétique. Et il y a une très belle représentation dedans. C'est-à-dire qu'on a des personnages, effectivement, il y a une personne lesbienne, il y a une personne non binaire, et il y a une personne qui essaie de faire sa transition par rapport à son identité de genre. Et tout ça, une famille syrienne, musulmane, immigrée aux États-Unis, je crois à New York, et, et c'était très 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 bien. C'est l'histoire, en fait, l'histoire est racontée de 2 points de vue, 2 époques différentes. Une première personne qui est jeune, qui a perdu sa maman dans un accident tragique. Sa maman qui était passionnée par l'étude des oiseaux, je crois ornithologue si je dis pas de bêtises, et qui était persuadée d'avoir observé un oiseau tellement rare que la majorité des scientifiques entre guillemets remettent son existence en question. Et cette fille-là, après le décès de sa maman, elle essaie un petit peu de poursuivre un peu cette sorte de combat pour prouver que cet oiseau existe. Et l'autre partie de l'histoire est racontée par une autre femme, peintre aussi passionnée d'oiseaux, et qui a aussi vu ce fameux oiseau-là. Et puis de fil en aiguille, on découvre qu'il y a un lien entre les deux vies, entre les deux femmes, entre pas mal de personnages finalement dans ce roman. C'était très très bon, j'ai adoré tous les mots en arabe, retrouver comme ça sa culture musulmane aussi dans les romans, avec les mots voilà, dans leur version originale. C'était très touchant, c'était très beau, j'ai beaucoup aimé. C'est bien la première fois que je lis un roman de ce type, avec ce type de personnage et avec ce type d'environnement et de setup de l'histoire, j'ai envie de dire. Avant ça, j'ai lu un livre d'un auteur japonais, Osamu Dazai, ça s'appelle La déchéance d'un homme. En anglais, ça a été traduit No Longer Human, il me semble. Et quand j'ai vu le livre, je l'avais découvert chez Livre Moi, je le connaissais absolument pas, enfin je pensais que je ne le connaissais pas parce que je connaissais la version anglaise, mais je n'avais pas du tout fait le lien et le rapprochement pour me dire que c'était ça, finalement c'était le même livre quoi. Heureusement que j'avais pas commandé le livre en anglais, parce que là ça l'aurait mal fait d'avoir les 2 livres dans ma pile à lire. Et c'était une bonne lecture qui se lit très vite, c'est un court livre, c'est un court roman. L'auteur japonais, est un homme qui était issu d'un milieu social aisé, bourgeois je crois, bourgeois ou aristocrate, je ne sais plus, je crois bourgeois, et qui était pas mal fasciné ou obsédé par le suicide, et qui avait tenté, ça c'est l'auteur, qui avait tenté, l'écrivain quoi, qui avait tenté plusieurs fois dans sa vie de se suicider, et puis un jour il a fini par se suicider à l'âge de 39 ans il me semble. Et dans ce roman là on retrouve un narrateur qui ressemble quand même aussi vachement
à l'auteur, puisque lui aussi il est issu d'une famille bourgeoise. En revanche, lui il vient d'un milieu rural et qui a tout pour lui en fait, mais qui est aussi très très déprimé et qui a aussi tenté de se suicider dans le roman. Donc il y a quand même pas mal de similitudes. C'était une bonne lecture, j'ai bien aimé. C'était bien écrit aussi et ça, on y retrouve bien on y retrouve bien cette absurdité en quelque sorte de la vie quand on ne sait pas quand on ne sait pas ce qu'est une vie, j'ai envie de dire, parce qu'elle n'est pas absurde totalement. En fait, ça dépend des points de vue. C'est un long sujet, c'est un vaste sujet. Mais voilà, je veux juste pas laisser passer que la vie est absurde et que c'est quelque chose d'évident à penser quoi, ou à observer. En tout cas, c'était voilà, il y avait des passages qui étaient très parlants, notamment par exemple quand l'auteur, si je me rappelle bien, le narrateur, il avait essayé de se suicider, il a échoué. Et puis quelques jours après, il se retrouve à se prendre la tête dans des débats politiques par rapport à certains partis politiques. Et là, il se fait tout de suite la réflexion et il se dit mais genre ça c'est une situation absurde effectivement. Il y a quelques jours, j'étais sur le point de mettre fin à mes jours et là je suis en train de me passionner pour des partis politiques. C'est limite risible. Donc voilà. Il y avait des passages comme ça que j'ai aimé, que j'ai trouvé assez forts. Et sinon on retrouve la plume japonaise très méditative, très observatrice, c'est-à-dire que on a 3 ou 4 pages qui nous décrit juste l'expression faciale d'un homme sur une photo. Voilà, et on se laisse prendre avec cette lecture. C'était bien, j'ai bien aimé, voilà. Sinon j'ai lu Cher Connard de Virginie Despentes. Virginie Despentes, donc la grande Virginie Despentes, tout le monde la connaît, l'icône féministe contemporaine française, pour moi en tout cas, quand on parle féminisme, première femme française en vie à laquelle je pense, c'est Virginie Despentes. J'ai toujours adoré son discours cash, ses coups de poing, le fait qu'elle soit très directe, le fait qu'elle ne mâche pas ses mots, le fait qu'elle défonce le patriarcat. Et je l'avais adoré évidemment avec King Kong Theory. J'avais aussi lu Apocalypse Bébé. À ce moment-là, c'était la première fois que je lisais Despentes et je savais absolument qui était la femme derrière ce livre-là. Et après, je sais plus quel livre j'ai lu d'elle. J'ai lu un autre roman. Je sais plus si c'était, je crois que c'était Bye Bye Blondie, je crois. Que j'avais aimé, mais voilà, qui m'a pas marqué vu que je suis même pas sûre si c'était ça le titre ou si j'en avais lu un autre d'elle. Cher Connard. J'attendais comme beaucoup de gens la sortie de ce livre pour cette rentrée littéraire. En revanche, je savais pas vraiment de quoi ça parlait et en fait je pensais pas que c'était un roman. Je sais pas pourquoi dans ma tête j'ai imaginé que ça allait être plutôt un essai ou plutôt des lettres qu'elle va écrire à plusieurs personnages ou personnalités politiques, hommes, sexistes, français, et je pensais que ça allait être une panoplie de lettres qui vont commencer avec Cher Connard et qu'elle va leur régler leur compte à tous. Et finalement c'était pas ça, finalement c'était un roman, c'était une fiction qui a très bien commencé mais qui m'a... où j'ai été déçue, j'ai pas aimé le livre au final parce que c'était pas du tout ce que j'avais imaginé et parce que c'est un peu con on dit comme ça, j'ai pas aimé parce que c'est pas ce que j'avais imaginé. En fait c'est pas... Oui c'est ça et c'est pas que ça, c'est que si j'ai pas aimé c'est que j'étais pas d'accord ou que en tout cas j'étais pas satisfaite. Voilà, j'étais pas satisfaite, ça n'a pas assouvi ma soif ce livre là et cette lecture là. Voilà, je voulais plus, je crois que je voulais vraiment un règlement de compte avec les hommes sexistes et finalement c'était pas du tout ça ce que j'ai retrouvé. Après peut-être que je sais pas, c'est un angle de vue, c'est une façon de traiter le sujet qui a été choisi par l'autrice. Peut-être que c'est plus intelligent que de défoncer directement
Peut-être que c'est plus réaliste, je ne sais pas. J'avais lu, probablement je ne dois pas oublier que c'est une fiction. Et aussi, et j'avais lu à un moment dans une critique qui disait que c'était une utopie, mais je crois pas que c'est une utopie, pour moi c'est plutôt un cauchemar, ce livre. Parce que même je peux comprendre ou deviner pourquoi ce serait une utopie, mais pour moi, même dans ce cas-là, pour moi c'est pas vraiment une utopie. Tellement ça me satisfait pas quoi. Une utopie c'est censé être parfait, idéal, mais pour moi c'était pas du tout le cas. Et je vais vous expliquer pourquoi, vous me direz pour les personnes qui l'ont lu ce que vous en avez pensé et si vous êtes voilà, ce que vous pensez aussi de ce que je vais avancer. L'histoire commence bien. On a un connard qui est en train de laisser un commentaire sur un réseau social. Moi j'ai imaginé que c'était Instagram, je sais plus si c'est dit dans le livre ou pas. Il est en train de laisser un commentaire comme ça public sur un post sur un réseau social où il est en train de critiquer et de descendre une actrice. Le commentaire typique des malheureusement le trop nombreux commentaires qu'on peut retrouver des fameux, je sais même plus comment on les appelle, et tant mieux. Mais vous savez les trolls, voilà, un petit peu comme les trolls qui viennent un peu, voilà, qui sont couillons, qui mettent pas leur nom et prénom, qui mettent pas leur photo, ils mettent rien du tout, juste un pseudo, ils commencent à dire du n'importe quoi à droite et à gauche, enfin, bref. Du coup l'histoire commence par ça, on a ce commentaire là, et puis juste après on a l'actrice, la fameuse actrice qui vient et qui répond au mec. Et la réponse était sanglante. Sanglante, cinglante, les deux, tout en même temps. Et j'ai adoré cette réponse-là, c'était du dépente. En tout cas, le dépente que j'aime bien. C'est-à-dire qu'elle va le massacrer, elle va voilà, le déchiqueter, le mettre en miettes. et du coup, je me disais, ah, ça commence bien ce truc. Et puis juste après, le mec, quand il voit qu'elle lui a répondu, bien sûr il se dégonfle. Ah, je pensais pas que vous alliez me répondre, madame, machin. Et il commence tout de suite à... Donc le discours change totalement. Et on voit que ça m'énerve. On voit que ça me saoule. Le discours il change et puis après on découvre que finalement il la connaissait et que... bref, c'est surtout beaucoup d'ego. Le commentaire, c'est le sexisme et l'ego. Finalement, c'est juste parce que il était frustré qu'elle ne se souvienne pas de lui, qu'il est parti la descendre. Et dès qu'elle lui a répondu, et dès qu'il a eu surtout un tout petit peu d'attention, ça y est, monsieur est... Monsieur est devenu un très grand fan de la dame. C'est vraiment un petit peu comme les animaux de compagnie qui a vraiment besoin d'attention quand on le caresse dans le sens du poil et ça y est, il redevient tout doux, il est tout content, il a la queue un peu comme ça, voilà, qui bouge dans tous les sens, il est heureux. Et l'histoire, en fait, du coup, on va assister à... C'est un peu un roman épistolaire vu qu'il va y avoir des échanges entre lui et elle par mail et puis je crois par lettre. Et ça va se passer au moment du confinement, tout ça. Et après, leur relation, elle va évoluer. Leur relation va évoluer, puis ça va se transformer en une sorte d'amitié, je sais pas. Et ça m'a vraiment agacée. Ça m'a agacée parce que en fait il y a cette histoire et puis il y a une autre histoire puisque ce même homme il va se retrouver dénoncé dans la vague MeToo par une femme donc qui était collègue, je crois elle travaillait lui c'est un écrivain. La jeune femme elle démarrait sa carrière dans une maison d'édition et elle l'a outé dans les réseaux sociaux pour dire qu'il l'avait harcelée à l'époque, etc., etc. Harcelé sexuellement, tout ça. Donc en plus, il est accusé de ça. Ce que je n'ai pas aimé dans le roman, bon, bien sûr, j'ai détesté que finalement il y ait eu cette amitié.
Et pourquoi j'ai pas aimé qu'il y ait cette amitié? C'est pas... Il y a des raisons derrière. J'ai pas aimé... J'ai désapprouvé, et ça m'a énervé même, cette amitié-là. Parce que il y avait, pour moi, il y avait un peu un discours de la part de l'actrice qui était en mode ouais bon toi tu es un connard mais j'avoue moi aussi je suis un peu une connasse. Moi aussi je suis pas parfaite, oui moi aussi je peux nanana et tu peux être un connard mais on peut être potes quand même. Je crois que je n'ai pas de problème avec le tu es un connard mais on peut être potes parce que ça j'ai pas de problème avec ça pour X une infinité de raisons, d'accord, ne serait-ce que pour ne pas juger l'autre parce que je ne juge pas l'autre, tu peux être comme tu veux, qui tu es, on peut être potes, voilà, selon d'autres conditions, voilà, si d'autres conditions sont vérifiées, enfin bref, ou peut-être que si je mets des conditions je juge, mais anyway, j'ai pas de problème avec le tu es un connard et on est potes quand même, voilà, parce que peut-être des fois il y a des affinités, peut-être des fois il y a un feeling et puis tu peux pas t'en empêcher, etc. et puis personne n'est parfait, ok, ça c'est pas un souci. Ce qui m'a dérangé dans cette relation, c'est déjà l'attitude de la femme, le fait de dire que oui, peut-être que moi aussi je suis une connasse, parce qu'on se retrouve dans la femme qui s'excuse et qui excuse surtout le sexisme de l'autre. C'est ça qui m'a énervée. Après, je me suis dit oui, peut-être que Virginie Despentes, elle a été intelligente et que ce livre, il est assez réaliste, parce que finalement, c'est probablement ça ce qui se passe dans la vraie vie. Soit on va excuser la connerie de l'homme sexiste, soit on est trop lâche aussi pour tenir tête, même si on sait que c'est voilà qu'il est sexiste etc., misogyne ou peu importe. Je vais encore être pote avec lui plutôt que de me prendre la tête à me confronter à lui, à rentrer dans des disputes et dans des embrouilles et à lui tenir tête, et parce que peut-être je sais que ça sert à rien d'essayer d'éduquer la personne, ou parce que j'ai aucune envie de l'éduquer, ou parce que j'ai pas envie juste de me prendre la tête, et puis voilà. Mais moi ça m'a énervé dans l'histoire. Le deuxième point qui m'a énervé par rapport à cette relation, et où je suis pas d'accord avec les personnes qui ont dit que oui voilà, le personnage masculin finalement il s'est remis un petit peu en question, il s'est remis un peu finalement en cause par rapport à l'histoire du harcèlement, tout ça. Moi je suis pas d'accord, parce que je trouve pas qu'il s'est vraiment remis en question. Je trouve pas qu'il a vraiment pris conscience de ce qu'il a fait, ni de ce qu'il est, ni de son sexisme et de sa misogynie et tout ça. Je suis pas du tout convaincue qu'il y a eu cette prise de conscience. Et il me semble qu'il n'y a jamais eu de vraiment d'excuses. Il ne s'est pas excusé à la dame, il me semble, qu'il avait harcelé. Ou en tout cas s'il l'a fait, parce que je vous avoue que vers la fin j'ai commencé à sauter les pages parce que tellement j'en pouvais plus. En plus je pouvais pas du tout l'entendre parler lui. Que voilà, mais le fait qu'il se soit pas excusé, qu'il n'ait pas vraiment pris conscience de plein de choses, parce qu'il peut dire oui bon peut-être ouais peut-être que j'ai abusé, oui ce genre de choses, ou même dire oui j'ai abusé en harcelant la personne. Pour moi c'est pas vraiment la prise de conscience. Et il peut même dire je suis désolée, non c'est pas ça la prise de conscience. La prise de conscience elle est différente. La prise de conscience elle se montre par les actions déjà, par un engagement différent, et ça va bien au-delà des mots et des excuses et juste pour se donner bonne conscience ou pour paraître un peu ça y est, je suis plus sexiste, je suis aware de certaines choses. Non. Déjà reconnaître sa culpabilité, c'est pas la même chose que juste s'excuser, tout ça. Enfin bref, du coup il y avait tout ça qui m'avait saoulée. Après, il y avait les chroniques de la jeune femme qui avait été harcelée, que j'ai bien aimé. J'aurais bien souhaité qu'on ait plus de ce personnage là plutôt que de ce connard et de l'actrice qui moi ne m'ont pas du tout intéressée. Et voilà. Après il y avait beaucoup de sujets qui était bon, notamment par rapport à l'activisme en ligne, vu de la part d'une quinquagénaire. C'était intéressant pour moi. C'est vrai que j'ai jamais vu ça comme ça, et j'aurais bien aimé que ça soit
traité, que ça ait été traité de façon plus approfondie. J'ai trouvé qu'on n'en a pas suffisamment parlé dans le roman. Sinon après il y avait pas mal de sujets, il y avait féministes, notamment dans le milieu du cinéma, quand tu es une femme et que tu as 50 ans, et les galères des femmes de 50 ans dans ce milieu-là, et quand tu n'as plus un corps jeune et joli. Et ça parle aussi beaucoup de toxicomanie, d'addiction aux drogues. Voilà, du coup il y avait pas mal de sujets. Et finalement j'ai plus vraiment suivi les critiques pour voir si quels ont été les avis. J'ai juste vu l'intervention de Virginie Despentes dans la grande librairie. Si je me souviens bien, elle disait que la jeune génération avait moins apprécié son roman, je crois. Elle disait penser que c'était peut-être dû au fait que la jeune génération n'est pas habituée aux échanges épistolaires, tout ça, si je me souviens bien. Ça fait un moment que j'ai regardé. Mais moi je fais pas partie de la jeune génération des millennials et pourtant j'ai été gênée par certains trucs. J'ai trouvé que le roman est sorti un peu tard en fait. Je pense que je l'aurais plus apprécié s'il était sorti à 4 ans plutôt que maintenant. Maintenant je trouve qu'il est un peu dépassé, je trouve qu'il est un peu obsolète. Je trouve qu'on est aujourd'hui, on a dépassé le stade de la colère. On n'est plus dans la colère, on n'est plus dans éduquer l'autre. Pour moi ça c'est bon, ça a été fait, on a tenté de faire tout ça. Maintenant pour moi l'attitude elle doit être différente et l'approche elle doit être différente. Et pour cela j'ai très hâte de lire le nouveau livre de Lorraine Bastide, Futur, parce que là apparemment elle parle aussi de ça et elle veut aussi aller au-delà de la colère. Et je suis bien d'accord, du coup j'ai vraiment hâte de le lire. Du coup c'était ça pour Cher Connard. Sinon j'ai lu Journal de la création de Nancy Houston, que j'ai beaucoup aimé. J'avais hâte de le lire. Il faisait un moment qu'il était dans ma pile à lire depuis des années. Il était devenu tout jaune dans ma bibliothèque. Et c'est un journal qu'a tenu Nancy Houston pendant sa grossesse, son journal intime, et où elle fait beaucoup de liens avec... Là par contre c'était un livre assez féministe plutôt. Elle fait de liens avec les histoires de pas mal de femmes puissantes, soit féministes, soit autrices, souvent les deux. Ça fait un moment que je l'ai lu, du coup je me souviens plus très bien de toutes les autrices dont elle a parlé, mais elle a parlé de Simone de Beauvoir, elle a parlé de Virginia Woolf. Elle donne énormément d'infos super intéressantes, super croustillantes sur ces autrices. Il y en a d'autres, hein, il y a d'autres autrices dont elle parle. Elle donne pas mal d'infos, du coup il était hyper instructif aussi de ce point de vue là, parce qu'on en apprend plus sur les vies de ces femmes, sur leur processus d'écriture, sur leur lien avec l'écriture, mais aussi le lien avec le fait avec la maternité, avec voilà, d'être un corps reproductif. Du coup et ça parle d'art, ça parle de beaucoup de choses. C'est un livre assez philosophique même parfois, très introspectif, et où l'autrice avec son corps qui change et tout ce qui se passe niveau hormonal, tout ça, même niveau spirituel un peu, elle le partage dans ses journaux, et c'est une super lecture que personnellement je recommande. Sinon j'ai lu un livre pour le boulot et ça s'appelle Nudge de Richard Thaler, je crois que ça se prononce comme ça. Je l'ai lu ou je l'ai écouté, je sais plus, je l'ai écouté en audio-livre, dernière version. Je connaissais absolument pas. Nudge, ça a été écrit je crois par une personne qui a reçu le prix Nobel en économie, je pense. Alors ce que ça veut dire, nudge, c'est un terme anglais qui veut dire pousser, mais pousser de façon très subtile. C'est limite donner un petit coup de main, petit coup de pouce, petit coup de coude, mais de façon assez discrète et douce. Et c'est en fait une sorte de... pas un process de prise de décision, mais qui aide les autres à prendre leurs propres décisions. Et ça peut déjà sonner un peu problématique, dit comme ça. Et du coup, quand j'ai commencé à l'écouter, j'étais très sceptique. Je prenais vraiment tout ça avec des pincettes et j'attendais de voir comment ça va évoluer. Surtout que le concept, il est présenté comme... Je me rappelle plus exactement de l'expression, mais c'était un peu du paternalisme, mais libertaire, je crois. C'est-à-dire qu'il y a du paternalisme, là déjà pour nous c'est un problème, mais que genre on te laisse quand même la liberté. En fait, pour vous expliquer, c'est un système
qui est déjà mis en place aujourd'hui dans pas mal de pays, d'organisations, et qui vient aider les gens à prendre les bonnes décisions, comme j'ai dit. Pour donner des exemples, c'est-à-dire par exemple quand vous avez votre téléphone, vous allez installer un programme, une mise à jour, une version voilà, du programme d'exploitation de votre téléphone. Mais vous n'êtes pas informaticienne, vous n'êtes pas, voilà, vous êtes une simple utilisateur du téléphone. Quand on veut faire cette installation, on a pas mal pratiquement dans toutes les étapes de cette installation, on a beaucoup de choses qui sont recommandées par défaut. Voilà ce que le programme te recommande par défaut. Après, tu as d'autres options, tu peux choisir une des autres options. Eh bien, et nous, comme on ne s'y connaît pas du tout, généralement dans ces trucs-là, on va suivre ce qui est recommandé par défaut. Parce que voilà, si c'est recommandé, c'est bon, moi je m'y connais pas. C'est ça un peu le nudge. C'est censé être quelque chose de positif, de constructif. C'est un système qui vient aider les gens à prendre les bonnes décisions quand ils n'ont pas les outils techniques, quand ils n'ont pas les connaissances, quand ils n'ont pas l'expérience pour prendre la bonne décision par eux-mêmes et par elles-mêmes. La bonne décision ou la décision la plus optimale par rapport à la situation, pour pas dire bonne ou mauvaise, parce que là ça va être voilà, on va rentrer dans d'autres trucs, mais c'est ça en fait le nudge. Et apparemment c'est quelque chose qui a été mis en place par le gouvernement Obama, et c'est quelque chose que le nudge, c'est aussi dans ta communication. Tu veux communiquer un truc et toi il y a un objectif derrière ta communication. Comment est-ce que tu peux faire en sorte pour aider les gens à encore une fois faire les bons choix, ou en tout cas ce que toi tu estimes comme bon choix, ou ce que la situation nécessite comme bon choix pour atteindre un certain résultat, voilà. C'est ça en fait. Et puis il y a le nudge, et puis il y a le sludge. Et le sludge, c'est l'inverse. Le sludge, c'est tous les obstacles qu'on va te mettre pour te décourager, pour t'empêcher de passer à l'action. C'est un petit peu comme quand il y a une campagne électorale, politique, on va inviter les gens à aller voter en masse, mais quand tu veux aller voter, tu as 36 000 formulaires à remplir, faut aller à l'arrondissement machin, faut se déplacer, faut faire plein de trucs, tu peux pas le faire en ligne, voilà. Ça c'est un sludge. Tu veux besoin de télécharger ton pass sanitaire, c'est pareil, c'est 36 000 procédures, c'est un sludge. Des fois c'est fait de façon consciente et préméditée, et des fois c'est pas prémédité. Voilà, donc des fois tu penses bien faire, mais au final tu as très peu de réactions de la part des gens. Après tu te rends compte, dans ta façon de faire, il y a des choses qui a découragé les gens, qui a fait que finalement elles voulaient bien s'engager avec toi dans ton truc, mais tu as demandé trop de choses et finalement elles ont laissé tomber, quoi. Ou alors tu as été trop exigeante peut-être, et du coup les gens lâchent. Du coup c'est ça le nudge, le sludge. Et c'était intéressant comme lecture. J'étais pas consciente de ces trucs là, de tous ces trucs qu'on mis en place à notre insu pour nous aider à prendre les bonnes décisions. Après voilà, bien sûr il y a toutes les questions qui se posent. Est-ce que c'est de la manipulation, est-ce que c'est de l'assistanat, et les auteurs ils en parlent. Les auteurs ils anticipent tout ça, ils te disent oui, c'est pas de la manipulation, c'est pas de l'assistanat, voilà pourquoi. Et le principal argument c'est qu'au final tu es libre de faire ce que tu veux. Tu es libre de prendre la décision que tu veux, tu es libre de choisir les options que tu veux, et que eux ils font juste un peu de nudging, et que le nudging c'est plutôt pour servir à aider les gens qui peut-être, idéalement j'imagine, aider les gens qui sont eux-mêmes et elles-mêmes demandeuses et demandeurs de cette orientation et de cet accompagnement pour faire le bon choix. Voilà. Tu veux acheter un truc mais tu t'y connais pas, t'as bien envie que quelqu'un te conseille, ça peut être du nudge.
Sauf que le nudge, il est fait voilà, de façon un peu plus subtile. C'est pas quelqu'un qui va venir te voir pour te conseiller, mais on va te laisser faire tout seul et toute seule, mais on va te mettre des petits trucs sur ton chemin pour t'aider à prendre la meilleure décision qui soit. Voilà, la meilleure décision. Voilà, c'est ça le bon terme. Pas la bonne décision, mais la meilleure décision. Bien sûr, selon X et Y. Et là, c'est tout un débat et toute une... Voilà. Mais en tout cas, c'était ça le livre. Sinon, de lecture que j'ai abandonné. Yolk de Marie Choi. J'étais vachement déçue quand même. C'est un livre qui était dans ma wishlist depuis très longtemps et je voyais que des book reviews hyper élogieuses sur ce livre, des personnes qui ont pleuré en lisant ce livre, tout ça. Et moi j'ai abandonné. J'ai bien aimé, je pense jusqu'à la moitié, mais bien aimé juste dans le sens où ça continue à m'intéresser quoi. Mais après c'est bon, j'ai lâché. Si je me rappelle bien, c'est l'histoire de deux sœurs. Je crois qu'elles sont d'origine coréenne, immigrées aux États-Unis aussi, ou alors deuxième génération. Elles sont pas très proches, elles sont très différentes l'une de l'autre. La plus jeune, elle est au lycée, l'autre, elle travaille. Et puis, il y a l'une d'elles, ça on le lit dans le résumé, il y a l'une d'elles qui va être malade, atteinte d'un cancer, et du coup, ça va changer un peu la relation entre les sœurs. Du coup, voilà. Je crois qu'il y a des secrets de famille, tout ça. Un peu la famille aussi coréenne, assez conservatrice, où il y a une certaine distance entre les membres de la famille, tout ça. C'était bon à voir, mais après, bon. Je me suis ennuyée, ça m'a pas intéressé d'aller jusqu'au bout, du coup j'ai abandonné. Un autre livre que j'ai abandonné, je me rappelle plus pourquoi j'ai abandonné par contre. C'était en août. Non. En août? Je sais plus, je crois que c'était en août. On Earth We're Briefly Gorgeous de Ocean Vuong. Un autre livre que beaucoup de gens ont adoré. Je sais plus pourquoi j'ai pas aimé. En tout cas, il me semble que je l'ai abandonné vite. Je crois que j'ai pas aimé le style ou... Je crois que j'ai pas aimé le style ni les thèmes et finalement l'histoire aussi je crois ne m'intéressait pas et du coup j'ai laissé tomber, surtout que j'ai plus énormément de temps pour lire, donc vraiment je ne me prends pas la tête. Si je n'aime pas un livre, je ne me force pas du tout. Ça parlait de quoi? Ça parlait d'un enfant vietnamien aux États-Unis qui est parti aux États-Unis avec sa mère pendant la guerre du Vietnam. Et le livre est une... Maintenant que je vous raconte ça, j'ai l'impression que j'ai déjà parlé de ce livre dans une vidéo. Le livre est un peu une lettre à sa mère, où il raconte un peu à sa mère sa version à lui, comment lui il a vécu tout ça. Et dès le début, on comprend que sa mère était violente, qu'elle le frappait, mais je crois que c'était un peu les... C'était les syndromes post-trauma de ce qu'elle a vu pendant la guerre au Vietnam. Et ça s'est transformé en ça, en violence envers son fils, violence physique. Et du coup, voilà, je sais que ça parle de ça, je sais que c'est assez... je crois qu'il est assez dur, me semble. Oui. C'est un livre très dur, maintenant ça commence à me revenir. Il y avait des scènes atroces. De guerre. Je sais plus s'il y avait une scène cannibale. Je crois qu'il y avait une scène cannibale. Je crois. Il me semble qu'il y avait une scène cannibale qui était horrible. J'ai jamais imaginé tout ça. Au tout début en tout cas. Parce que je suis pas allée loin dans le livre. Et finalement j'ai abandonné. Voilà. Je pense que j'avais aucune envie de lire... d'être dans cette atmosphère là. Et du coup je ne suis pas du tout allée jusqu'au bout. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont adoré, mais moi ça l'a pas fait malheureusement. Voilà, donc c'était tout pour ce point lecture. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous avez passé de très bonnes vacances, que la rentrée se passe bien. Et moi je vous dis à très bientôt avec une prochaine vidéo, j'espère dans moins de 2 mois. Voilà, bisous.